Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler sport d'hiver, nouvel épisode de Piste Verte dans cette édition 2021-2022, cette édition inaugurale de Piste Verte. Pour les Jeux Olympiques d'hiver, ça se rapproche des Jeux Olympiques, on est maintenant à moins de 3 semaines des Jeux Olympiques, on va revenir sur la semaine dernière, quand on était encore à un mois des Jeux Olympiques d'hiver. Je rappelle le début des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, ça sera le 4 février pour la cérémonie d'ouverture, mais les compétitions je crois commenceront dès le 2 février avec notamment le hockey sur glace. Vous savez, tous les sports collectifs c'est parfois un petit peu compliqué de caler tout le programme avec des phases de poule et ensuite des phases d'élimination directe en 2 semaines de compétition, c'est parfois un petit peu tendu. On va parler de ski alpin, on va parler de ski de boss un petit peu en fin de vidéo, notamment PN Lafont. On va parler également de bobsleigh, on va parler de combiné nordique. Et on va parler de biathlon, bien entendu, parce qu'il s'est passé pas mal de choses cette semaine du côté du biathlon. Beaucoup de résultats dans beaucoup de catégories, des Français qui ont plutôt été performants. Enfin voilà, c'était plutôt une semaine intéressante. Donc on va revenir grosso modo sur la semaine entre le 8 et jusqu'au 12-13. Sans parler de la tournée des 4 tremplins parce qu'on en a déjà parlé, sans parler du tour de ski parce qu'on en a déjà parlé. De toute manière, le ski de fond, on n'en reparlera pas d'ici les Jeux Olympiques vu que les différentes hautes manches de Coupe du Monde ont été abandonnées. On commence avec le ski alpin. Du côté du ski alpin, le programme était assez chargé. Il y avait notamment un slalom à Zagreb qui s'est pas très bien passé pour les Français, notamment sur une piste, qui n'était même pas du niveau d'une coupe district en France. Enfin, voilà, il y a un moment, faut juste être raisonnable. Je veux bien qu'on n'a pas envie de reporter les compétitions, mais quand il n'y a pas de neige, il n'y a pas de neige. Et skier sur le gazon et les cailloux, c'est quand même pas facile. Demandez à Victor Muffagendé qui ne participera pas aux Jeux Olympiques à cause de cette compétition. Et c'est pas la première fois en plus que la FIS fait ça. Je m'aperçois que si je me branche pas, on ne tiendra pas jusqu'à la fin de la vidéo, donc je suis obligé de le brancher. Ça, c'est la magie de l'ordinateur portable et de ne pas regarder avant de commencer une vidéo si on a assez de batterie. On commence tout de suite. On avait notamment Granjska Gora avec du slalom géant et du slalom sur cette piste en Slovénie. Et du côté de Granjska Gora, ça s'est plutôt bien passé pour Tessa Worley qui a fini deuxième derrière Sara Hector, la Suédoise. Alors Sara Hector qui pratique la Coupe du Monde depuis des années et des années, qui était très régulièrement dans le top 10. Sara Hector, je vous en parle souvent parce que je dis c'est une fille qui est dans le top 10, qui est capable d'aller dans le top 10, mais après pour aller chercher la gagne, parfois c'est un peu compliqué. Elle a été s'imposer du côté de Granjska Gora devant Tessa Worley qui en ce moment est en très grande forme. Tessa Worley, c'est potentiellement la seule chance de médaille aux Jeux Olympiques du côté des filles en ski alpin, c'est Tessa Worley et elle est plutôt en forme. Elle a fini deuxième devant Marta Bassino, elle enchaîne les podiums depuis les manches françaises de Coupe du Monde, et Bassino, Valérie Grenier et Lara Goutte qui a eu des pépins physiques à cause d'une grosse chute, qui revient. La surprise, c'est de voir deux concurrentes assez loin, Mikaela Shiffrin seulement 7e et Petra Vlhova seulement 15e après cette manche, mais ça n'a pas été une course facile. On voit notamment Wendy Holdener 17e, il y a également Michel Guizine qui était 10e. Donc voilà, il y a eu pas mal de surprises, pas mal de rebondissements en plus entre les deux manches, parce qu'une Valérie Grenier et une Lara Goutte étaient assez loin après la première manche et sont revenus très fort en deuxième manche. C'est peut-être même la seule déception qu'on peut avoir du côté de Tessa Worley, c'est une deuxième manche peut-être un peu plus timorée pour la française, mais sinon ça s'est plutôt bien passé. Du côté de la deuxième française, c'était Coralie Fras-Sombé qui finit 18e. C'est dommage pour elle parce qu'elle était 9e après la première manche et puis elle se retrouve à être 19e temps de la seconde, donc voilà, ça fait un résultat un peu moyen pour la française. C'est dommage après une première manche plutôt réussie. Du côté des autres françaises, on avait également j'ai oublié son nom, ça va me revenir. Romane Miradoli, qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps. Romane Miradoli, moi que j'avais pas vu depuis quelques temps, qui a fini seulement 37e après la première manche, donc elle n'a pas pu participer à la deuxième manche, comme Sofia Goggia, comme Lissenberger également. Donc voilà, quelques petites surprises du côté de cette manche de Granjska Gora en slalom géant. C'est
une discipline où parfois normalement on a quand même une hiérarchie plutôt installée, là ce n'était pas le cas. On avait également un slalom le lendemain du côté de Granjska Gora. Et là, on a retrouvé Petra Vlhova, la Slovaque qui s'est imposée en Slovénie devant Wendy Holdener et Anna Svensson, les Suédoises qui commencent à avoir une belle densité. C'est vrai que la Suède, pendant quelques années en ski alpin, il n'y avait plus grand monde après le départ d'Anja Persson. Là, ça commence à être pas mal. Ça a été plus compliqué pour nos Françaises. Nastasia Noens finit 16e avec un 14e temps en manche numéro 2. Puis du côté des autres Françaises, eh bien là, on n'a pas réussi à se qualifier. Enfin, si, il y a eu Kenza Lacheb, qui s'est qualifiée pour la première fois en deuxième manche, la Française. Par contre, Marie Lamure, elle a été éliminée avec le 40e temps en manche 1. Du côté de la France, l'après Tessa Worley va être un peu compliqué parce qu'on n'a vraiment pas grand monde du côté du ski alpin. Du côté des filles, c'est un petit peu décevant de voir ce faible niveau. Michèle Guézine, elle n'avait pas fini la première manche, et du côté des petites surprises, eh bien, Shiffrin a été éliminée de la manche numéro 2, elle a enfourché, comme Katharina Lissenberger qui a eu un week-end un petit peu compliqué, l'Autrichienne, pas très bonne sur le slalom géant, pareil sur le slalom plus traditionnel, on va dire. Sinon, on a quand même une Lena Dour, 4e, c'est pas mal pour l'Allemande, Anna Buschig. Et Dour, elle avait pas mal débuté la saison, et puis ensuite elle a un peu disparu des radars. Donc là, elle est un peu de retour. Du côté des filles, je crois qu'on a tout fait. Du côté des garçons, il y avait Adel Boden, qui est une des places majeures du ski alpin quand même, et on avait le slalom géant également et un slalom traditionnel. Du côté du slalom géant, on a retrouvé Alexis Pinturo, 3e sur le podium, derrière Marco Odermatt qui en ce moment est quand même vraiment intouchable parce qu'il colle quand même 5 dixièmes à Manuel Feller. Mais juste derrière Manuel Feller, il y avait Alexis Pinturo, donc qui finit à 5 dixièmes et demi de Marco Odermatt. Il retrouve un peu des sensations quand même. On rappelle, il est parti avec des skis d'un 93 quand on a changé la réglementation et qu'on peut utiliser des skis d'un 98. Et ça l'a mis un petit peu en difficulté sur le début de saison. On a aussi un Mathieu Fèvre qui a retrouvé des couleurs en prenant la 5e place. Ça, c'est plutôt pas mal. Cyprien Sarrazin finit 10e. Et oui. Du côté des Français, si je descends un peu plus bas dans le classement, je crois qu'il n'y en avait pas. Si, on a Thibaut Favreau, qui fait 13 aussi. Donc plutôt une belle performance d'ensemble des Français. Voilà. On sait que le slalom géant, c'est un petit peu notre discipline de spécialité du côté du ski alpin en France chez les garçons depuis de nombreuses années. Du côté des autres concurrents qui ont plutôt bien performé, Zubicic fait 7, Mifig Miresin, Loïc Maillard 8e. On rappelle que l'équipe de Suisse qui a été quand même pas mal frappée par la Covid, on se demande même ce qui se passe dans cette équipe de Suisse pour avoir autant de cas de Covid en aussi peu de temps depuis le début de saison. On se demande, ça fait la bamboche. Qu'est-ce qui se passe dans les chalets suisses, nom de Dieu. Eric Reed finit 12e. Voilà, et puis pas de grande surprise, on va dire, dans les premiers du classement. À part certains concurrents qui n'étaient pas présents, mais qui décident on commence à faire les impasses pour les Jeux Olympiques. C'est pas que le biathlon, on pratique les impasses. Du côté du slalom traditionnel, Johannes Strolz, qui s'est imposé l'Autrichien devant encore une fois Manuel Feller. Ça a été plus compliqué pour nos Français sur ce slalom, là encore, avec Pinturo qui n'a pas fini la deuxième manche, et puis également il y avait notre deuxième Français, que je le retrouve, qui avait enfourché Clément Noël dès la première manche. Beaucoup de concurrents ont enfourché en première manche, ils étaient 17 à ne pas finir la première manche, donc Clément Noël, ce qui lui fait quand même perdre pas mal de points pour le globe de la spécialité. Ça, c'est un petit peu dommage pour le Français qui était plutôt bien, mais 20 compétiteurs qui n'ont pas réussi à se qualifier, dont Eric Reed qui ne s'est pas qualifié notamment, et Armand Marchand également, le Belge, pas qualifié pour cette deuxième manche, où Théo Le Titre
également le français, et donc Alexis Pinturo qui a enfourché en deuxième manche. Ils sont 4 à avoir enfourché en deuxième manche. C'est toujours un petit peu dommageable parce que c'est des gros points qui s'envolent dans ce genre de situation. Ça va quand même mieux, j'ai l'impression, pour Alexis Pinturo, parce que le début de saison avait été extrêmement compliqué. On passe au classement. Il y avait encore un autre slalom chez les filles, c'était du côté de Schladming, tout simplement parce que ça rattrapait une autre manche qui avait dû être annulée, je sais plus où. Là, c'est Shiffrin qui s'est imposé devant Petra Vlhova. 15 centièmes d'avance pour Shiffrin sur Vlhova. Et ensuite, les Nadour. De toute manière, j'ai envie de dire que pour le classement final aux Jeux Olympiques, mettre une pièce sur Mikaela Shiffrin ou Petra Vlhova sur le podium, c'est pas prendre un gros risque. Les Nadour aussi, sur le podium, là, ils commencent à retrouver du bon niveau de performance. Ça peut être intéressant. Du côté des Françaises, Nastasia Noens a fini 16e, comme souvent les en dehors du top 15. Je pense que ça sera compliqué quand même d'avoir une Française au niveau du slalom dans le top 15. Et puis parmi les concurrents qui n'ont pas réussi à finir cette première manche, on a notamment cette deuxième manche, on a Wendy Holdener qui a été éliminée. Et parmi les concurrentes qui n'ont pas passé le cut, on a Mélanie Meillard notamment, qui n'a pas passé le cut, ce qui est un petit peu décevant pour la Suissesse. On a Marie Lamure également, qui n'est pas passée. Et Michelle Guézine, elle avait elle avait été éliminée dès la première manche. Elle avait enfourché, ce qui est également décevant pour Wendy Holdener en ce moment. Comme Katharina Lissenberger, c'est une grosse baisse de niveau en ce moment pour l'Autrichienne et pour la Suissesse. Donc il faudra comprendre ce qui se passe en ce moment pour ces concurrentes-là. Pourquoi ça ne marche pas également avec Michelle Guézine, qui n'ont pas forcément le niveau habituel pour ces concurrentes. On termine avec le ski alpin par faire un petit point sur la Coupe du Monde du côté des garçons. Marco Odermatt est largement devant au général, devant Kilde Amott. On retrouve ensuite Matthias Mayer, Vincent Krischmeier et Alexis Pinturo. Là, je vous prends le classement en ce moment. Donc, ça veut dire qu'il y a des compétitions sur lesquelles je ne suis pas revenu. Du côté des Français, donc Pinturo est 5. Mathieu Fèvre est 21e. Johan Claret est 28. Et Mathieu Bellet est 35e. On passe au classement des filles, rapidement, si ça veut bien s'afficher, parce que des fois il y a des petites surprises avec le site de la FIS, la Fédération Internationale de Ski. Là, vous voyez, je suis en train de combler parce que ça ne veut pas s'afficher. Eh bien, Mikaela Shiffrin est toujours devant Petra Vlhova, 50 points d'écart entre les deux. Ensuite, on retrouve Sofia Goggia, Sarah Hector, Federica Brignone, Lara Gut. Pas de chance, Lara Gut, sa chute, ça lui coûte quand même pas mal de points. Wendy Holdener, Michelle Guézing est 9e, Léna Dour est 11e, et Tessa Borlée 14e, la première française. Parmi les autres françaises classées, on a Romane Miradoli qui est 45e, Coralie Fras-Sombé qui est 47e, et Lara Gaucher, ou Gauche, je ne sais plus comment on doit dire, qui est 57e, et Nastasia Noens 59e. Derrière quand même du Charlie Guest, voilà, des concurrents de ce niveau-là, donc c'est pas foufou du côté des Françaises. On passe au saut à ski, au combiné nordique, avant le saut à ski. Le combiné nordique, on était du côté de Val di Fiemme pour cette nouvelle manche de Coupe du Monde. Il y avait une épreuve de double mixte, de relais mixte, je sais pas comment on doit le dire, c'est pas du tout du double mixte en plus, c'est du relais mixte en combiné nordique. Et là, c'est l'équipe de Norvège qui s'est imposée. Oh là là, quelle grosse surprise devant l'Autriche et l'Allemagne. L'équipe de Norvège composée de Oftebro, Lehmann Lund, Westwold Hansen et Jürgen Grabach. Donc l'Allemagne qui a fini 3e, notamment avec Terence Weber. On a ensuite le Japon qui a fini 4e, l'Italie 5e, en sachant qu'il n'était que 8 équipes au départ de cette compétition mixte. Mais il y avait également du combiné nordique simple, avec notamment l'épreuve classique, on va dire, Gundersen, avec la table hongroise. Et là, c'est Johannes Lamparter qui s'est imposé devant Vincent Geiger et Eric Frenzel pour le top 3. On retrouve ensuite Grabach, Ritzek, Zeidel, Watabe
Japonais qui font pas un très grand mois de janvier du côté du combiné nordique, on reviendra là-dessus. Beaucoup de Norvégiens, beaucoup d'Autrichiens, vous connaissez le combiné nordique. Le premier français, c'est Matteo Bo qui est 31e seulement, devant Gaël Blodo, qui est 33e. Antoine Gérard, 35e. Les Français, un petit peu une déception. Parmi les concurrents qui n'étaient pas partis, on avait notamment Marco Ennis, également un Français. Il y avait également de la mass start chez les filles, et là c'est Gida Westvold Hansen, la Norvégienne, qui s'est imposée, devant Onyu Nakamura et Lisa Irner, l'Autrichienne. Les Françaises, pas mal quand même, avec Lena Brocard 10e notamment. La seule française même, parce que je dis les françaises, mais il n'y a qu'une seule française, Lena Brocard, qui a fini 2e. C'est intéressant au niveau du combiné nordique, parce qu'on met quand même des moyens dans cette discipline-là, et que les résultats ne sont pas là, notamment depuis le départ de Jason Lamy-Chapuis. Donc du côté des filles, c'est intéressant de voir une concurrente française. On a peut-être personne en saut à ski, mais on a quand même du monde un petit peu en combiné nordique. On avait également une autre épreuve de combiné nordique avec là encore une Gundersen sur sautoir traditionnel. Vincent Geiger s'est imposé devant Johannes Lamparter et Johannes Ritzek, devant Christian Ilves, l'Estonien, qui avait eu une première journée un petit peu compliquée. On retrouve ensuite Espen Andersen, Akito Watabe 6e, Frenzel aussi 7e, c'est un peu raté, devant Jürgen Grabach, Oftebro, Emmanuel Feist. Vous savez que c'est une discipline où il y a quand même 4 nations majeures, la Norvège, le Japon, l'Allemagne et l'Autriche derrière. C'est un petit peu compliqué, notamment pour la Finlande, qui n'est plus à un très grand niveau. Du côté des Français, Antoine Gérard 31e, Gaël Blondeau 37e, Edgar Vallée 40e. Voilà, donc c'est pas des résultats fantastiques. Ça va être dur quand même pour les Français pour les Jeux Olympiques. Et puis je termine avec le classement général de Coupe du Monde. Du côté du leader, c'est toujours Jarl Magnus Rieber qui est en tête devant Johannes Lamparter, Vincent Geiger, Terence Weber, Eric Frenzel, Oftebro, Zeidel et Watabe. Le premier français, il va falloir gratter un petit peu, c'est Laurent Mullenthaler qui est seulement 22e. Et ensuite Antoine Gérard, il est 40e du classement. Matteo Bo est 46e et Gaël Blondeau 49e du classement de cette Coupe du Monde. Et du côté des filles, on va regarder ça tout de suite, en direct, en live, sur la chaîne. Je suis en train encore de combler parce que ça met 3 plombs à s'afficher parce que je n'ai pas un internet de qualité. Westfold Hansen qui est largement devant, elle a quasiment 300 points d'avance sur Ida Marie Hagen qui a la moitié de points que la leader. Et Martel et Lund, triplé pour le moment norvégien. Du côté de notre française Lena Brocard, elle est 16e pour le moment de cette Coupe du Monde de combiné nordique. On passe désormais au saut à ski. On était du côté de Bischoffer encore. Après la tournée des 4 tremplins, on avait utilisé 2 fois le sauteur de Bischoffer. Et bien là, c'était la Coupe du Monde avec l'épreuve par équipe du côté de Bischoffer. Et c'est l'Autriche qui s'est imposée avec Jan Earl, Manuel Fettner, Philippe Aschenwald et Daniel Huber devant le Japon de Yuki Asao, Kenichi Sato et Junshiro et Ryoyu Kobayashi, qui je rappelle a remporté la tournée des 4 tremplins. Et ensuite la Norvège 3e avec Daniel André Tande 2, Johan André Forfang, Alvor Egner Granerud et Marius Lidvik. Ça a été assez serré même entre le Japon et la Norvège. Ça s'est joué encore pour 2 dixièmes de points, toujours à l'avantage de Ryoyu Kobayashi. Ça fait 2 fois d'affilée qu'il nous fait la même. Et le Kazakhstan finit dernier, mais voilà, il n'y a pas là encore 8 équipes seulement au départ. C'est vrai que le combiné nordique et le saut à ski, c'est quand même plus la période vraiment des disciplines où on a beaucoup de monde. Du côté de l'épreuve individuelle, c'est Marius Lidvik qui s'est imposé devant Granerud. Lidvik qui s'impose avec un score de 291,7, 287,7 pour Granerud. Jan Earl à 285,7. Ryoyu Kobayashi 4e devant Philippe Aschenwald, Daniel Huber, Piotr Zila. Karl Geiger seulement 8e avec un 275,1. Et Yuki Asato, Daniel Chotfenig, qui est 10e.
toujours pas de Français classés dans cette épreuve, ce qui est là encore un petit peu dommageable, mais les Français sont un peu nulle part au niveau du saut à ski. Parmi peut-être quelques surprises, Eschen Bichler, notamment seulement 30e, l'Allemand Stéphane Leye 22e et Stefan Kraft 17e, donc pas extrêmement incroyable pour ces concurrents-là qui sont capables de faire beaucoup mieux sur les Coupes du Monde. Et Séverin Freund également, l'Allemand, seulement 44e. Le classement général de cette Coupe du Monde avec toujours Ryoyu Kobayashi en tête avec 891 points. Il a même légèrement augmenté son avance par rapport à Karl Geiger. On retrouve ensuite Granerud, Lidwig, Essen Bichler qui prend cher avec son mauvais résultat en individuel. Jan Earl, Janisek, Stefan Kraft, Robert Johansson et Kilian Payer, le Suisse qui souffre en ce moment. Il était plutôt bien avant la tournée des 4 tremplins. Il n'a pas fait une bonne tournée des 4 tremplins et depuis, il accumule les résultats assez mauvais. Toujours pas de Français classés dans ce classement général de la Coupe du Monde. On passe au biathlon, on était du côté d'Oberhof. Du côté du biathlon, il y avait notamment du sprint, du relais mixte et de la poursuite. Du côté du sprint féminin, donc 7 km 5, eh bien, c'est Marte Holzbu Reuseland qui s'est imposé avec vraiment une petite marche quand même, notamment avec un échec sur le tir couché. Devant Anna Sola, la Biélorusse. La Biélorussie, sacrée équipe quand même en ce moment. Ça tourne à plein régime, à égalité avec Julia Simon, qui a fait une dernière énorme ligne droite pour vraiment finir à égalité avec Anna Sola. Elle a fini très très fort. Et ensuite, on retrouve Alim Bekaya et Trandurvol. Anaïs Chevalier est 6e du côté des Françaises. Anaïs Bescon, c'est 17e. C'est dommage pour Anaïs Bescon sur son tir debout. Je pense qu'elle aurait pu mettre toutes les balles. Chloé Chevalier, 22e. Qui je retrouve qui est un petit peu loin, c'est Justine Brezaz, 34e avec 5 échecs au tir. Justine Brezaz, vous pouvez pas être performant. C'est déjà presque un miracle qu'elle finisse qu'à 1,27, 1,26 même, avec 5 échecs au tir. C'est quand même beaucoup trop à ce niveau-là. Mais ça a toujours été le problème de Justine Brezaz, cette inconstance dans les résultats depuis de nombreuses années. Parmi un petit peu les concurrentes qui ont eu du mal, qui ont souffert dans cette compétition, on peut noter une Dorothée Avireur qui n'est toujours pas hyper rapide sur les skis, ça commence à être très inquiétante. Lisa Teresa Hauser, avec 2 échecs au tir, vu que c'est pas la meilleure sur les skis, forcément ça fait un résultat un petit peu décevant pour l'Autrichienne. Et puis Vanessa Hinz, 25e seulement. Les Allemandes, plus si incroyable que ça, depuis quelques temps. Fialkova aussi, 41e seulement. Donc là encore, pas dingue. Et puis, bon, il y a quand même des concurrentes qui n'étaient pas là au départ pour des raisons d'impasse ou des raisons de méforme également sur cette Coupe du Monde de biathlon. On continue avec les garçons. Du côté des garçons, c'est Loginov qui s'est imposé. Il a fait une course vraiment hyper solide, Loginov, sur le sprint. Devant Emilia Jacquelin, qui était également très très bon ce jour-là. Ça a été un peu plus compliqué sur la poursuite notamment. On retrouve ensuite Sturla Legrid, avec quand même une erreur sur le tir couché. Je trouve que son tir couché n'est pas exceptionnel. Ça aurait pu être un peu mieux. Quentin Fillon-Maillet, 9e. Dommage cette erreur sur le tir debout. On a également Florent Claude qui finit 11e. Samuelson, 14e, qui est bien remonté sur la deuxième partie de course. Eric Lesser, seulement 15e avec 3 erreurs du côté d'Eric Lesser, qui pourtant me semblait avoir des bonnes jambes et une bonne qualité de tir. Notamment, il y a eu une compétition pendant la pause hivernale, la trêve, on va dire, en Allemagne du côté d'Oberhof. Je sais plus comment ça s'appelle le sprint international, je sais plus comment ça s'appelle, par équipe, de relais mixte simple, on va dire. Il avait fait vraiment une très très belle épreuve, Eric Lesser, où l'Allemagne s'était imposée. Mais là, où il avait, je crois, loupé aucune balle. Alors pourtant, il y avait beaucoup de tirs dans cette épreuve et que j'ai vu. Mais là, assez décevant, Eric Lesser. Et puis, parmi les concurrents, parmi les autres Français, par contre, Fabien Claude est 23e avec 3 échecs. Ça a été beaucoup plus compliqué. Par contre,
pour Simon Détieux, avec 3 erreurs, 47e, mais qui n'était pas du tout rapide sur les skis. Il avait vraiment pas de rythme. Éric Perrault lui finit 74e. Et je crois que je n'ai pas oublié d'autres Français dans l'affaire. Si, Antonin Guigonat aussi, 6 erreurs. Du côté d'Antonin Guigonat, j'avais oublié, qui était vraiment encore plus bas. Et en plus de faire ces 6 erreurs, il n'avait pas de rythme, hein, Antonin Guigonat sur les skis, et c'est un peu inquiétant. Mais je le dis toujours, quand j'en ai parlé notamment de ma vidéo lors de la mi-saison, on va dire, de ma vidéo de décembre, début janvier, où j'avais dit, il faut faire attention, en janvier, parfois vous avez des concurrents qui s'écroulent complètement. Donc c'est-à-dire que les réflexions qu'on a en décembre, novembre, du côté du biathlon, du côté du ski de fond, on a parfois des mecs qui s'écroulent vraiment complètement en biathlon. Et j'ai peur que ce soit le cas pour Antonin Guigonat. C'est dommage, parce que c'est quelqu'un de sympathique, mais là vraiment pas dans le coup, notamment sur les skis, ça n'avançait pas du tout. Même avant ses échecs, même son premier tour était déjà pas incroyable. Du côté du relais mixte simple, les Russes se sont imposés devant l'Autriche et l'Ukraine. La France a fait beaucoup trop d'erreurs sur cette épreuve avec Fabien Claude et Anaïs Chevalier-Boucher. Notamment un tour de pénalité sur le premier tir pour Fabien Claude, 2 tours de pénalité pour Anaïs Chevalier, elle sur son 3e tir, et également 2 tours de pénalité pour Anaïs Chevalier sur son tir debout lors de son premier relais. Donc ça ne pouvait pas le faire pour cette équipe de France, voilà, avec 5 tours de pénalité et 18 balles de pioche, ça ne pouvait pas le faire. Ils finissent à 1 minute 49 derrière la Chine notamment. Je ne sais pas si vous avez entendu même cette interview des entraîneurs chinois, notamment Bandalen, qui étaient très déçus de la manière de faire des Chinois, notamment en disant qu'ils n'ont aucune passion. Pour eux, c'est vraiment un travail, et je suis pas sûr qu'ils continuent à entraîner la Chine après les Jeux Olympiques, parce que j'ai l'impression que ça s'est vraiment pas extrêmement bien passé au niveau relationnel entre lui et ses athlètes. L'Estonie vert termine 27e à 4,37, et pourtant 4 tours de pénalité, moins de tours de pénalité que la France. Je crois que c'est la France qui avait le plus de tours de pénalité sur cette épreuve. Je crois avoir noté, voilà, avec 5 tours de pénalité et 18 balles de pioche, donc vraiment un total raté au tir. Alors je sais bien que les conditions étaient compliquées au niveau du vent, mais bon, faut quand même pas déconner au bout d'un moment. Et puis il y avait le relais mixte traditionnel, on va dire, et la France a fini 3e, notamment avec une très belle course de Simon Détieux et une belle course en fait des garçons. C'est vrai que les filles ont été un peu plus en difficulté, mais on peut saluer le finish de Julia Simon malgré 5 balles de pioche, qui a fini très très fort. Anaïs Bescon un peu plus décevante, la française, sur cette épreuve, et puis devant la Norvège, bon, qui n'a fait que 6 balles de pioche, et notamment une très grosse course des filles. Alors certes, les frères Beu les avaient mis sur vraiment de bons rails. Johannes Beu, ça faisait plaisir de revoir à un bon niveau, parce que ça fait depuis quand même quelques temps qu'il souffre. Mais Tendrevol et Royseland ont été vraiment impressionnantes, surtout que derrière elles avaient quand même Alim Bekava et Sola, qui n'ont pas fait beaucoup d'erreurs. Et qui ont vraiment fait du bon ski. Dommage, c'est que les garçons biélorusses sont pas hyper rapides, parce que pourtant il y a qu'une balle de pioche chez les garçons biélorusses, mais ils étaient déjà à 25-30 secondes des Norvégiens. C'est un peu dommage, parce que c'est vrai que ça n'aide pas totalement les filles. On peut noter la Suède 4e, malgré un total raté de Sebastian Samuelsson et de Anna Huberg, qui n'ont pas été très fortes, notamment tir debout pour Samuelsson, tir couché pour Anna Huberg, mais on peut saluer le gros travail d'Elvira Huberg, qui n'a fait qu'une balle de pioche, et pourtant qui a skié extrêmement vite. Elle a le meilleur temps de ski à Elvira Huberg, ce qu'il faut quand même noter, encore une fois, ne s'écroule pas pour le moment au niveau du ski. Et l'Italie, un peu nulle part, 7e, Thomas Bormolimi, Dominique Vindige, Dorothea Viera, Lisa Vitozzi complètement collée sur les skis, là aussi. Assez surprenant de voir l'italienne à un très mauvais niveau en ce moment. Ça ne marche pas pour l'italienne. C'est bien surprenant. L'équipe d'Italie est vraiment pas à un grand niveau. Et puis il y avait les poursuites, notamment le 10 km. C'est Royseland qui s'impose chez les filles devant Anna Huberg et Alim Bekava. Julia Simon fait 4 devant Anaïs Chevalier. Dommage pour les deux Françaises, qui sont pas passées loin d'un bon résultat, mais Julia Simon a fait une erreur sur son dernier tir,
Et c'est dommage parce que ça fait un tour de pénalité un peu en trop à ce moment-là. Et puis toujours la difficulté pour Julia Simon sur son tir couché. Du côté des autres françaises, Chloé Chevalier finit 17e, Anaïs Bescon 23e avec beaucoup d'erreurs sur le tir debout pour Anaïs Bescon, parce que 5 erreurs sur le tir debout, et Justine Brezaz, toujours aussi irrégulière avec 7 erreurs au tir pour la française. Il va falloir vraiment corriger ça, sinon ces Jeux Olympiques vont être vraiment très très compliqués. C'est le problème de Justine Brezaz, c'est-à-dire elle est capable du meilleur mais souvent du pire quand même, la française, au niveau de ses résultats. Les Allemandes aussi un petit peu en retrait en ce moment, je trouve, au niveau performance. Va falloir voir si ça va continuer à être un peu moyen. Le reste des compétitions encore qui arrivent. Et puis du côté des garçons, la masterclass de Quentin Fillon-Maillet, encore une fois, qui est vraiment a fait très très mal à ses adversaires, notamment Sébastien Farmé, Samuelsson et Tariebeu. Malgré le fait que Samuelsson revenait un peu sur lui dans le dernier tour, eh bien, il a réussi à en remettre suffisamment pour faire la différence. Et puis Loginov, dommage pour Loginov, il avait totalement la course en main et puis il a complètement explosé sur le dernier tir debout avec 3 erreurs, mais vraiment il avait une course en main, il avait 30 secondes d'avance et là il s'est complètement écroulé. On peut noter également la 7e place de Fabien Claude, Florent Claude 9e, le Belge. Et puis Émilien Jacquelin 17e, collé au niveau des skis. Émilien Jacquelin et lui aussi un tir debout très compliqué avec 3 erreurs sur le dernier tir debout. C'est dommage. Simon Détieux lui remonte à la 19e place et Johannes Beu, qu'on avait vu un peu meilleur sur les relais, a sombré de nouveau du côté de l'épreuve individuelle. Il l'a dit, c'est pour le moment sa plus mauvaise saison. Johannes Beu ne comprend pas vraiment pourquoi il n'arrive pas à ce niveau de performance, mais on voit quand même des saisons assez surprenantes de certains concurrents. Et on sait, certains incriminent un petit peu le vaccin contre la Covid. Et c'est pour ça que notamment un Sébastien Samuelsson ne veut pas recevoir sa 3e dose pour le moment, sans faire de polémique autour du vaccin sur la Covid. Il y a quand même des performances qui pour le moment sont intrigantes, avec certains concurrents qui du jour au lendemain presque n'arrivent plus à enchaîner des bons temps de ski. Donc c'est assez surprenant et j'espère que c'est pas ce qui arrive à Johannes Beu, mais on peut être un petit peu inquiet du côté du Norvégien. On passe au classement général de la Coupe du Monde du côté des filles. Marte Holzbu, Reuseland, toujours en tête, la Norvégienne avec 80 points d'avance sur Elvira Auberg. On retrouve ensuite Alim Bekava et Anna Heuberg. C'est dommage pour Alim Bekava d'avoir un peu raté son tout début de saison, parce que là, elle enchaîne vraiment des très très bons résultats. Anna Sola est 6e notamment. Anaïs Chevalier 7, Anaïs Bescon 8. Et Justine Brezaz 12e, mais ça a été compliqué cette semaine. Et Julia Simon qui remonte à la 13e place. Du côté des garçons, c'est toujours les deux Français qui emmènent, avec Quentin Fillon-Maillet devant Émilien Jacquelin. Quentin Fillon-Maillet qui commence à prendre une petite marge de sécurité avec une 70 points, on va dire, d'avance. Et puis Tariebeu 4e. Pour le moment, c'est le seul des deux frères Beu qui arrive à être performant. Loginov un peu trop régulier, 9e. Devant Anton Smolski, on retrouve ensuite Simon Détieux, Fabien Claude est 13e et Antonin Guigona descend vraiment dans ce classement avec la 25e place. Il y a toujours cette grande bagarre pour savoir qui sera le 4e homme aux Jeux Olympiques. Et j'ai peur que du côté d'Antonin Guigona, ses résultats sont pas bons et on voit un Lucas Hofer seulement 30e du classement général de la Coupe du Monde. Il n'est pas du tout à sa place. On passe au bobsleigh. Du côté du bobsleigh, c'était Winterberg lors de cette semaine de compétition du 8 janvier. Eh bien, c'est l'américaine Elena Taylor-Meyer qui s'est imposée en monobob devant Brianna Walker. Les Australiens qui ont remporté, il y a une Australienne qui a remporté une manche de skeleton, mais qui sont en train d'être très performants du côté du bobsleigh. C'est peut-être la grosse surprise de ces Jeux Olympiques, l'Australie, et des Allemands un petit peu en difficulté, notamment Laura Nolte seulement 3e, et Yamanka Mariana 9e, et les Japonais et les Chinois aussi, qui en équipe arrivent à être pas mauvaises, notamment sur l'épreuve du bob à 2. Où les Chinoises avaient fait vraiment une très très bonne première manche avec Sun Kaizi et Zhong Qingzui. C'était un peu plus compliqué en deuxième manche. Du côté des Chinois, là je parle bien, parce que j'ai dit les Chinois, c'était les Chinois. Roman Rich et Lionel Lefebvre ont fini 12e
de cette épreuve. Et du côté des bons résultats, Brad Hall 6e. Du côté des meilleurs, toujours Francesco Friedrich. Je sais vraiment pas qui va être en capacité de battre Francesco Friedrich, à part si la piste en Chine lui convient vraiment pas, mais il est au-dessus de tout le monde. Et Johannes Lorner et Florian Bauer finissent 2e, voilà, devant les Canadiens. Bon, on sait qu'il y a toujours une maîtrise normalement des Allemands du côté du bobsleigh. En bobsleigh à 2, du côté des filles, Laura Nolte et Lévi Deborah s'imposent devant leurs coéquipières Kaliki Kim et Léonie Fibisch. On retrouve ensuite Kylie Humphries et Sylvia Hoffman. Il y avait un très beau reportage à lire, alors je ne sais plus dans quel journal, je crois que c'est Libé, sur Kylie Humphries et toute son affaire. Je rappelle que Kylie Humphries était canadienne, qu'elle a pris la nationalité américaine parce qu'elle a subi des violences morales de la part de son entraîneur du côté du Canada, mais que c'était très compliqué pour elle pour avoir ses papiers américains, et désormais elle a la nationalité américaine, donc elle fera les Jeux Olympiques. On retrouve ensuite Elena Taylor-Meyer qui finit 4e devant Christine De Bruyne. Les Françaises n'étaient pas présentes sur cette épreuve, elles étaient en Coupe d'Europe, mais Margot Bosch a remporté l'épreuve de monobob en Coupe d'Europe, et c'est une première qu'une Française arrive à s'imposer en Coupe d'Europe. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et je rappelle qu'elles sont allées en Coupe d'Europe pour récupérer des points, parce qu'il faut être dans le top 20 mondial pour aller chercher la qualification. On reviendra là-dessus même dans quelques instants. On finit avec le bob à 4. Chez les garçons, toujours Francesco Friedrich qui s'impose, ce qui n'est pas vraiment une surprise, devant Brad Hall, qui finit pas très loin, Brad Hall, à 42 centièmes. On retrouve ensuite Hunter Church, qui finit 3e devant Johannes Lorner, qui finit 4e, l'allemand. Et du côté des Français, ça a été beaucoup plus compliqué avec Romain Heinrich qui finissent seulement 21e, c'est-à-dire dernier de cette compétition. Ils n'ont pu faire qu'un essai. C'est dommage du côté des Français, parce qu'on sent qu'en bob à 2 ça commence à être pas mal, mais en bob à 4 on a encore du mal à avoir un groupe complet pour être performant. On passe au classement, on commence par le bob à 2 masculin. Francesco Friedrich en tête devant Rostislav Gatiukevich, Brad Hall 5e. Romain Heinrich, lui, est 10e. Le français, le premier junior, c'est un roumain, Cristian Tanteamiei, qui est 14e. On continue du côté des résultats de la Coupe du Monde avec le bobsleigh à 4. J'espère que ça va s'afficher rapidement, parce qu'on commence à être long en vidéo. On est à 37 minutes, oui, donc on va essayer d'aller assez vite pour finir. Francesco Friedrich également, du côté de Romain Heinrich, il est à la 15e place. Vous voyez, quand je vous disais, en bob à 4, on est un peu plus en difficulté. On va regarder les résultats des Françaises en bobsleigh à 2 au niveau du classement. Pour l'instant, nos Françaises, Margot Bosch, qui est seulement 23e, donc il faudra voir si elles peuvent se qualifier du côté du classement mondial. Et du côté du monobob, pour notre Française Margot Bosch, qui a fait une cagnotte en ligne également pour participer aux Jeux Olympiques. Si vous voulez l'aider pour participer aux Jeux Olympiques, monobob, elle est 25e pour le moment. Ça risque d'être un peu compliqué pour se qualifier pour les Jeux Olympiques pour notre Française. On termine du côté de la Coupe du Monde de ski acrobatique, on va dire. Pas mal de résultats sur cette Coupe du Monde de ski acrobatique. Alors le ski cross lui reprendra le 14 janvier du côté de Nakiska au Canada. On avait du ski de boss avec Michael Kingsbury qui s'est imposé à Deer Valley. 3 victoires d'affilée pour Kingsbury, qui a ensuite fait podium, la deuxième place lors de la deuxième manche du côté de Deer Valley. Et du côté de Mont-Tremblant, Kingsbury, parce que je ne faut pas encore je parle de Deer Valley, parce que Deer Valley j'en parlerai la semaine prochaine. Du côté du saut, on était à Deer Valley, et là c'est Zindy Bang qui s'est imposé. Là je peux en parler parce que je pense que je reviendrai pas là-dessus. Du côté des filles en ski cross,
Sandra Nesloun qui s'est imposée Nakiska devant Fanny Smith, mais on reviendra là-dessus la semaine prochaine. Du côté des boss, Perrine Nympho, elle s'est imposée du côté de la première manche à Deer Valley. Elle a fini 3e. Encore une fois, derrière Henry Kawamura et surtout Anthony Jaccara, l'Australienne, là aussi très performante en ce moment. Donc il va falloir faire attention vraiment du côté de Mont-Tremblant, voilà, avec Perrine Lafont qui est remontée sur le podium devant Tess Johnson, mais vraiment c'est très compliqué en ce moment pour la Française en termes de performance. Là j'ai donné les résultats de Deer Valley. Du côté de Mont-Tremblant également, il y avait victoire de Perrine Lafont sur la deuxième épreuve. Faut savoir qu'ils n'iront pas en Italie à cause de la Covid et du fait surtout qu'il faut préparer les Jeux Olympiques. Donc on finira la saison de boss du côté de Megève, ça sera le 19 mars en France pour finir la saison, en espérant qu'il ne fasse pas trop chaud à Megève le 19 mars, parce que ça peut être un peu compliqué pour être performant du côté de cette épreuve. Il y avait également la dernière épreuve de halfpipe, c'est Gu Eiling qui s'est imposé du côté de Mammoth. C'est aux États-Unis, il n'y avait que 4 manches dans cette Coupe du Monde et maintenant direction les Jeux Olympiques pour le halfpipe, épreuve toujours très spectaculaire. Il y avait également les championnats d'Europe de patinage de vitesse. Grosso modo, l'hégémonie néerlandaise c'est peut-être fini avec l'apparition également de pas mal de Russes qui ont été performants sur cette semaine de compétition, même si sur la poursuite notamment, les Pays-Bas se sont imposés devant la Norvège et l'Italie, mais c'est moins dominateur, les Pays-Bas sont moins dominateurs qu'à une époque. On termine par le programme de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on partira de patinage artistique. C'était les championnats d'Europe. On reviendra également sur le ski alpin. On parlera encore de biathlon. Ça sera l'épreuve de rupolding. Il y aura également encore du bobsleigh. Pourquoi pas de la luge, si j'ai le temps d'en voir, parce que là je vous ai pas parlé de la luge, mais j'ai pas eu le temps du tout de regarder la luge. Et puis il y aura également du combiné nordique, je crois, la semaine prochaine. Enfin voilà, un programme encore chargé. Et il y aura également un épisode spécial handisport du côté de Piste Verte, parce qu'en ce moment ce sont les championnats du monde handisport du côté de Lillehammer et des bons résultats déjà du côté des Français avec le titre pour Marie Baucher notamment en descente. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu et nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mélec Production. Ciao ciao.